la forêt n'était pas qu'un endroit. C'était quelque part entre deux mondes. Il y avait le monde des vivants, le nôtre, celui des humains, là où se trouvait la vie, là où se trouvaient les échanges entre femmes, hommes, guerriers, survivants, et les personnes qui appartiennent à une catégorie un petit peu plus au-dessus. Il régit des lois qui existent dans notre monde, telles que les personnes qui nous surveillent, qui nous observent, qu'on a appelés les observateurs. Il existe l'élite, ceux qui sortent, qui vont dehors et observent la nature telle qu'elle est et telle qu'elle a été transformée. Dans ce monde, aujourd'hui, les avions tombent, s'écrasent, explosent. Les stations ont arrêté de fonctionner. L'électricité se coupe, le courant revient, et parfois, pendant des mois, des années et des semaines, on est plongé dans un noir total. On doit parfois essayer de vivre avec ce noir, essayer de vivre dans l'obscurité, essayer de vivre sans rien avoir en retour, des humains. On doit essayer de vivre à l'aveugle, comme si nous étions tous des petites souris qui étaient enfermées à l'intérieur d'un trou, d'un terrier, d'un endroit clos. Dans ces moments-là, où la nature nous enferme dans l'obscurité, on se sent minuscule, on se sent impuissant. À ce moment-là où la nature nous avait enfermés dans le noir, j'avais protégé mon fils, enfin, l'enfant qui m'avait été donné par les lois qui existaient en ce monde. En ce monde, chaque jour, on devait aller se présenter à une sorte de grand comptoir circulaire. Il y avait plusieurs personnes qui à chaque fois nous donnaient une carte magnétique sur laquelle il y avait un code. Un code que seule une seule personne pouvait déchiffrer. Un code que seule une personne pouvait écrire. Et enfin, un code que seule une personne pouvait faire passer dans un bloc magnétique. On devait se présenter chaque matin. On devait s'y présenter. Je m'y suis présenté, mon fils à côté de moi, l'enfant qui m'a été donné. Je devais accompagner mon fils juste en face de cette femme. Une femme habillée avec une robe blanche qui tenait très bien sa silhouette et on pouvait voir son corps. Cette femme se mettait à genoux devant lui et lui demandait son matricule. Il devait répondre le numéro et la lettre qui lui avait été attribuée. J'étais à côté de lui, à genoux, et je lui disais « Vas-y, dis ton matricule ». Et il l'a répondu. Il a répondu 86B. Je l'ai regardé et je lui ai dit « C'est bien ». Il devait partir avec la femme. On lui donnait une arme, on lui mettait une combinaison. On lui mettait une combinaison sur les épaules, une arme, et on lui mettait juste des lentilles dans les yeux. Au-dessus, on lui passait une petite caméra qu'on mettait au niveau de son oreille. Et une petite puce qui venait s'introduire dans son arcade et qui venait former juste au-dessus de son œil, qui venait former un écran un peu bombé au-dessus de son œil. Une fois qu'il était armé, il pouvait revenir vers moi. On devait l'attendre dans un endroit clos, fermé, mais transparent, où on voyait tout circuler autour de nous. Nous ne vivions plus dans un pays libre comme l'Amérique avant. On vivait dans une sorte de pays
ou plutôt de grands rassemblements d'humains, d'hommes, de femmes régis par des lois, qui aujourd'hui n'étaient plus qu'une sorte de hiérarchie. Certaines personnes étaient posées un peu plus haut, certaines personnes posées un peu plus bas. Certaines personnes faisaient partie de l'élite, certaines personnes n'étaient que des survivants, et certaines personnes n'étaient que des personnes vivantes. Il y avait des gens qui étaient mises sur le côté, dans des endroits fermés, où il n'y avait ni fenêtre, ni rien. On pouvait voir leurs doigts passer à travers des trous. On entendait leurs cris de l'intérieur résonner. Ces boîtes étaient en métal, et il y avait toujours plusieurs gardiens devant. Souvent, s'ils ne respectaient pas les lois, s'ils ne se taisaient pas, s'ils ne disaient rien, ou alors si on leur posait une question et qu'ils répondaient mal, les gardiens qu'il y avait devant avaient une arme avec une pointe, juste une sorte de lance métallique, et ils enfonçaient la lance dans l'un des trous. La lance, au moment où ils la ressortaient, était couverte de sang. Ils avaient toujours un foulard blanc avec eux, qui à la fin de la journée était imbibé de sang. Ils essuyaient toujours la lance et la rangeaient derrière eux. Ces personnes étaient gardées pour des expériences qu'on faisait sur eux. On les couchait sur des lits métalliques blancs, l'un à côté de l'autre, dans des cages. Il y avait des bras mécaniques blancs, avec eux une sorte de puce à l'intérieur de l'aiguille qui venait s'introduire à l'intérieur de leur cortex frontal, et ce bras modulé pour rentrer dans leur cortex. Ce bras qui était modulé pour rentrer dans leur cortex s'enfonçait, et l'aiguille se rallongeait petit à petit. L'aiguille avait une cible, et s'enfonçait petit à petit, plus profond possible. À ce moment-là, quelqu'un arrivait, ouvrait la porte, et venait leur mettre des lunettes. Les lunettes cherchaient à l'intérieur de leur mémoire des souvenirs, apparaissant devant eux des images floues et des flashs de lumière. On cherchait quelque chose à l'intérieur de ce qu'ils avaient vécu, de ce qu'ils avaient vécu autrefois, avant que le monde ne soit régi par des lois, telles que celle-ci. Le monde n'était plus qu'un enfer sur pied, ou qu'un enfer sous terre. Ceux qui avaient la chance de monter, d'arriver à la surface, l'élite, un jour était revenue avec des caméras de surveillance qui montraient une énorme cage métallique, suspendue des corps par un pied, une jambe, un bras, ou étirée par les 4 membres, ou étirée par un bras, une jambe et un autre bras. Juste un membre laissé pour vide. Quand ils avaient trouvé cette cage, ils l'avaient appelée la cage des damnés. Depuis, on avait défait tous les corps, on les avait incinérés, brûlés à l'intérieur. On les avait brûlés à l'intérieur de la station. À l'intérieur de la station, une fois qu'ils étaient tous brûlés, les cendres avaient été mises autour, comme une barrière de protection, ou comme nourriture pour les animaux à l'extérieur. Toute personne qui ne respectait pas les lois, ou qui enfreignait une loi, n'importe laquelle, se retrouverait conduite à la cage des damnés. Une fois conduit à la cage des damnés, on te mettait une corde au poignet. On tirait vers l'arrière, et on te mettait une corde à l'autre poignet, et on tirait vers l'arrière. Avec une lance, on te blessait, on gardait la lance dans la blessure, et on te guidait comme du gibier jusqu'à cette cage. Ensuite, on t'accrochait par un bras, une jambe, par les 2 bras et par une jambe, ou alors par 2 membres, et on te laissait pendre. On demandait aux gardes de retirer la lance, et la lame qui s'était enfoncée et qui avait laissé une plaie ouverte allait servir à une seule
Et toujours même chose. Te laisser te vider de ton sang, jusqu'à ce que tu en meures. C'était une cage qu'on avait trouvée, appelée la cage des damnés, parce que des personnes mortes y avaient été retrouvées. Elles étaient impossibles à guérir. La moitié de leur corps avait déjà commencé à se refroidir, à tomber dans une hypothermie sévère, à tel point qu'on ne pouvait plus les guérir, ou à pourrir et à moisir. Ou alors, la flore avait commencé à s'emparer de leur corps. De l'herbe, de la mousse, ou alors même des racines avaient commencé à pousser sous leur peau. Et c'est comme ça qu'on a appelé cette cage la cage des damnés. Finalement, on y emmenait tous ceux qui ne respectaient pas les règles. C'était devenu une sorte de prison, qui ne faisait pas partie de l'endroit où on vivait, mais qui faisait partie de notre hiérarchie.